Alors bonjour à tous et bienvenue à la toute première présentation de l'Institut, première conférence. Donc mon nom est Philippe Hood, je suis agent de recherche et de planification de l'Institut et infirmier clinicien de formation. Que je vais laisser Diane se présenter. Bonjour, Diane Tapp, je suis professeure agrégée à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval et maintenant directrice de l'Institut de soins palliatifs et de fin de vie Michel Sarrazin à l'Université Laval. Et je suis aussi co-directrice du réseau québécois de recherche en soins palliatifs, plus communément appelé HRCUSPAL. Merci. Donc, je vais vous présenter un plan de la présentation. Donc, on va vous présenter les instituts à l'Université Laval ensuite de ça, pourquoi un institut de soins palliatifs et de fin de vie au Québec. Ensuite, en point 4, c'est notre institut. Donc, vous le présentez là sous sa mission, ses activités, tout ça. Et ensuite, les activités et projets à venir et en cours. Pourquoi on crée un institut? C'est à travers la présence d'une masse critique de personnes issues de la communauté universitaire, dans un créneau prioritaire pour la société. Donc, les instituts rassemblent de manière transversale ou intersectorielle des experts autant académiques et des experts cliniques et des experts sur le plan des intervenants du réseau de la santé et des services sociaux et répond à des besoins de formation et de recherche sur un territoire donné dans une perspective locale, nationale et interdisciplinaire. Donc, sont comme les conditions qui mènent à la création d'un institut. La mission des instituts, c'est d'être à l'avant-garde du développement des connaissances dans un secteur donné, avec des occasions, en offrant des occasions de formation interdisciplinaire de manière adaptée à leur mission et novatrice. Donc, les instituts assurent également une grande ouverture à la société par la transmission des connaissances, mais aussi par le fait d'être au centre des activités, au centre des activités d'animation de l'Institut entre ses différents partenaires cliniques et académiques. Donc, c'est aussi une source importante de rayonnement sur la scène régionale, québécoise, canadienne et internationale. Qu'est-ce qu'un institut en comparaison avec des structures qu'on connaît déjà, par exemple un centre ou un réseau de recherche? Mais les centres ou les réseaux de recherche sont principalement voués à la production de nouvelles connaissances scientifiques et à la formation des chercheurs et chercheuses dans le domaine. Alors qu'un institut universitaire se consacre notamment à renforcer la portée sociale des activités issues de la recherche en étant une courroie de transmission, en organisant des activités de vulgarisation et surtout de sorte à faire participer les différents individus et groupes ensemble pour développer des nouvelles activités de recherche et d'animation scientifique. Donc, l'objectif ultime, c'est de faire tomber les silos pour un meilleur impact pour la population. Pourquoi un institut de soins palliatifs et de fin de vie? On le sait, la pandémie a mis en évidence un problème qu'on connaissait déjà, mais c'est la découverture médicale ou les risques associés à la prise en charge des populations vulnérables, notamment les personnes âgées, les personnes en fin de vie. Donc, dans un système fragilisé avec des intervenants fatigués, mais avec des besoins qui se font excessivement criants en matière d'oncologie, de prise en charge des maladies chroniques, personnes âgées et fin de vie. Donc aussi on a une volonté de favoriser le mourir à domicile, c'est autant une volonté populationnelle qu'une volonté ministérielle. Donc on est je dirais un point tournant des soins palliatifs et de fin de vie au Québec, surtout en matière d'offres de services.
Il y a aussi une grande volonté ministérielle soutenue par la présence de la loi concernant les soins de fin de vie qui va être appelée à changer au cours des prochaines années, prochains mois et prochaines années, d'améliorer la qualité et l'accès à des soins palliatifs et de fin de vie pour tous, indépendamment de la condition de santé, indépendamment de la région, indépendamment de l'âge et de la situation socio-économique. C'est aussi un domaine en constante évolution avec des changements législatifs, des nouvelles pratiques, des nouveaux rôles professionnels, l'élargissement des fonctions, des actes réservés de différents professionnels, l'apparition de nouveaux rôles comme les infirmières praticiennes spécialisées qu'on voit de plus en plus œuvrer spécifiquement ou de manière interdisciplinaire en soins palliatifs et de fin de vie. Aussi, d'une manière plus large, mais au niveau démographique, c'est qu'on voit on voit apparaître ou on voit venir des changements démographiques importants en termes de vieillissement de la population. Donc, la proportion des personnes âgées de 65 ans et plus au sein de la population totale ne cesse que d'augmenter, si bien que en 2068, on estime que c'est à peu près un peu moins d'un tiers de la population qui va être âgée de 65 ans et plus. Et en 30 ans, la proportion des 85 ans et plus va doubler, ce qui fait que directement, on va avoir une demande accrue de soins de santé et conséquemment de soins palliatifs. Parallèlement, le nombre d'aides médicales à mourir aussi ne cesse d'augmenter au Québec. On est maintenant les chefs de file en matière de nombre d'administrations d'aide médicale à mourir dans le monde. Donc, en 2021-2022, les données les plus récentes provenant de la Commission sur les soins de fin de vie au Québec relatent que 5% des Québécois et Québécoises sont décédés par aide médicale à mourir en comparaison à 3,3% l'année précédente. Donc, le nombre d'aides médicales à mourir augmente et cette croissance-là est estimée entre 30 et 45% par année. Sur le plan maintenant du développement du leadership en matière de soins palliatifs et de fin de vie, la Maison Michel Sarrazin est un chef de file depuis sa création à la mi-année 80, là, en 1984-85. Donc, la Maison Michel Sarrazin constitue un leader en formation et en recherche dans le domaine des soins palliatifs et de fin de vie. Déjà, en 84, il y avait un contrat d'affiliation qui avait été signé entre l'Université Laval et la Maison pour développer l'enseignement. 10 ans plus tard, on a assisté à la création de la chaire de soins palliatifs, la chaire de recherche en soins palliatifs de l'Université Laval, qui existe toujours par ailleurs. Et ensuite, l'émergence de l'équipe de recherche interdisciplinaire en oncologie psychosociale et soins palliatifs, qu'on appelle ERMOS. En 99, la Maison a reçu une désignation supra-régionale en matière d'enseignement, de recherche et de pratique clinique. Ce qui fait que 20 ans plus tard, c'est ce qui a mené ce leadership-là a mené à la création de l'Institut. Puis c'est vraiment intéressant quand on discute quand on a discuté avec Louis Dionne récemment, il disait que dès 84, dans les premières discussions avec le doyen de la faculté de médecine, Louis Dionne étant un des fondateurs de la Maison Michel Sarrazin, il nous a partagé qu'il avait mentionné son souhait et sa volonté de créer déjà en 84 un institut de soins palliatifs. Donc pour lui, c'était un rêve là, qui se réalise plus de 35 ans plus tard. Donc en mai 2021, l'Université Laval a créé l'institut qu'on connaît aujourd'hui et on a débuté ses activités au cœur de la pandémie en février 2022. La mission de l'Institut, c'est par ses activités de recherche, d'enseignement et de transfert des connaissances, vise à améliorer les soins palliatifs et de fin de vie et démystifier ainsi que la mort et le deuil dans notre société.
Sa mission vise à contribuer à former une relève qualifiée, capable de relever les défis associés aux enjeux cliniques et sociétaux du domaine, qui soient actuels et à venir, par une concertation et un partenariat entre les cliniciens, les cliniciennes, les chercheurs, les chercheuses de l'Université Laval et ailleurs, de même que les gestionnaires et les décideurs. Quand on parlait de concertation et de partenariat, justement, dans ses énoncés de mission, l'Institut souhaite créer un carrefour de rencontres et d'échanges entre les communautés, incluant, oui, la communauté universitaire, donc autant chercheurs, étudiants, les milieux de pratique, les organisations communautaires, les organismes communautaires et les citoyens. Les facultés partenaires de l'Institut, c'est 7 facultés, donc autant la faculté de droit, médecine, pharmacie, philosophie, sciences infirmières, sciences sociales, théologie, sciences religieuses, puis je suis certaine qu'il va en avoir, s'en ajouter d'autres au cours des prochaines années. L'Institut, on parle de partenariat, de concertation, mais c'est à travers sa gouvernance et l'Institut souhaite vraiment mettre en œuvre l'interdisciplinarité et l'intersectorialité au cœur de nos comités et de notre système. Donc, on souhaite en fait, l'image symbolise la participation de tous et l'ajout l'apport des différentes couleurs et perspectives, expériences, pour faire en sorte que l'Institut soit le plus fort et plus connecté possible à sa communauté et à la population. Comment, plus concrètement, on souhaite mettre en œuvre cette interdisciplinarité-là, mais c'est à travers la participation de plusieurs groupes, dont des doyens, des professeurs, des représentants, des externes au milieu universitaire, donc des milieux cliniques, des organismes communautaires, la participation des autres instances de l'université, des étudiants. Puis on aimerait à terme, en fait, dans relativement court terme, ajouter un patient ou une personne partenaire, proche aidant, partenaire à nos différents comités, de même que de formaliser l'implication d'intervenants d'organismes communautaires qui sont intéressés par la question des soins palliatifs et de fin de vie. Qui est membre de l'Institut? En fait, les instituts sont forts grâce à leurs membres. Donc, on a différentes catégories de membres. Les membres réguliers, qui sont des professeurs de l'Université Laval et on souhaite aussi ailleurs à l'université, des membres collaborateurs, qui sont des partenaires cliniques et du réseau de la santé et des services sociaux. Des membres partenaires, qui sont en fait des organisations qui souhaitent être membres à titre d'organisation de l'Institut et des membres étudiants et postdoctoraux. Et en ce sens-là, on vous invite, faites partie de ces personnes-là, d'adhérer à l'Institut. C'est tout à fait gratuit et il y a plusieurs avantages. D'ailleurs, pardon, à cet effet, vous avez justement en bas à droite là, le site internet de l'Institut. Puis si vous voulez trouver rapidement le formulaire pour devenir membre, vous avez simplement à descendre un petit peu là, sur la page principale et il y a un bouton rapide qui vous amène à la section Devenir membre. Donc, parmi les avantages, c'est d'échanger et de partager avec des collègues de tout horizon, de toute discipline et de tout champ d'intérêt, d'expertise, participer à des projets innovants, soins palliatifs et de fin de vie, que ce soit à travers des collaborations aux projets de recherche, mais aussi des projets d'amélioration ou de transfert des connaissances. Une occasion aussi de vous former, d'être à l'affût des nouvelles tendances en matière de soins palliatifs et de fin de vie. On diffuse maintenant différentes occasions de conférences, des formations qui seront offertes, des formations continues et des formations académiques. Et c'est aussi pour vous offrir des occasions d'innover dans votre milieu et bien entendu de contribuer à l'amélioration des services offerts aux personnes en fin de vie et à leurs proches. Les personnes en fin de vie, en soins palliatifs et de fin de vie et leurs proches.
Merci Diane. Donc, je vais continuer avec les activités et projets qui nous permettent en fait de réaliser notre mission. Donc, première activité que je vais vous présenter, c'est l'infolette qu'on diffuse actuellement aux 2 mois, mais qui a vraiment une volonté de le diffuser mensuellement. Donc, c'est plusieurs invitations à participer à différents projets, colloques, conférences comme celle d'aujourd'hui. Que ce soit des invitations pour des activités que l'Institut organise, mais c'est également pour celles de nos partenaires. Également, on va informer des bons coups de l'Institut de nos partenaires, encore une fois, et éventuellement des nouvelles publications du domaine des soins palliatifs et de fin de vie. Puis également, c'est ça, en lien avec les bons coups, il y a également là, tous les projets innovants qui sont réalisés dans le domaine. Ensuite de ça, on est bien fiers des cahiers francophones de soins palliatifs. Il faut savoir que c'est une revue qui est actuellement publiée par la Maison Michel-Sarrazin, ça fait depuis plusieurs années. Donc, l'Institut, avec sa création, il y a eu une volonté de reprendre la direction. Donc, l'Institut, à l'aide d'un comité de transition, opère cette transition numérique-là de la revue. Puis, on va reprendre complètement là, la direction à partir de juillet 2023, avec bien entendu une collaboration de la Maison Michel-Sarrazin. Donc, tous les thèmes liés aux soins palliatifs et de fin de vie, on considère vraiment l'approche interdisciplinaire et intersectorielle comme une nécessité. C'est des mots qu'on utilise souvent. On veut vraiment être inclusif avec toutes nos facultés partenaires et les chercheurs qui sont liés au domaine. Donc, ça va être des publications d'articles scientifiques, des textes professionnels sur des pratiques innovantes ou des bons coups qui sont à ramener, qui ont été réalisés dans le réseau ou ailleurs, dans des maisons de soins palliatifs, par exemple, et également des entrevues et témoignages, soit de patients, de personnes proches aidantes. Donc, il y a vraiment une ouverture en ce sens-là. Et une volonté d'être en continuité aussi un peu avec les cahiers francophones là, de la première mouture, si je peux dire. Donc, ça va être une revue qui va être 100% numérique via la plateforme Érudit et 100% gratuite également. Donc, autant le processus de soumission que la consultation en ligne vont être gratuites. Si vous voulez plus d'informations, il y a une page qui est dédiée à la revue scientifique sur notre site web. Puis, en ce sens, on a donné une conférence là, au Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie qui visait en fait à présenter là, la transition numérique qu'on est en train d'opérer avec la revue. Également, un nanoprogramme en pratique infirmière avancée en soins palliatifs et de fin de vie. Donc, à titre informatif, un nanoprogramme, c'est une formation de courte durée. On parle d'environ 9 mois là, en ce qui nous concerne. C'est environ 2 à 3 heures de travaux par semaine. Donc, ça vise vraiment une approche là, de transfert intégré des connaissances pour les infirmières cliniciennes et les infirmières praticiennes spécialisées du Québec, mais également d'ailleurs dans le monde, en fait, au sein de la francophonie. Donc, l'Institut soutient la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval et la Maison Michel-Sarrazin dans le développement d'un nanoprogramme en soins palliatifs et de fin de vie de 2e cycle. C'est un partenariat également avec le CIUS de la capitale nationale. Puis, comme je disais, on vise vraiment là, le développement de compétences directement liées à la pratique et au leadership clinique là, dans les milieux de pratique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que à terme du nanoprogramme, il y a un projet qui est adapté au milieu professionnel de la personne, donc il y a un impact qui peut avoir, qui peut se transposer dans le milieu. Donc ça, normalement, autour de septembre 2023. Soit l'automne ou plus tard à l'hiver 2024. Parfait. Donc, en tout cas, c'est en cours. On travaille fort sur ce dossier-là. Également, un projet partenarial là, sur l'amélioration de l'équité dans l'accès aux soins palliatifs. Plus concrètement, vraiment déterminer les besoins des personnes qui vivent avec une situation d'itinérance et de précarité de logement en lien avec tout l'accès et l'offre des services en soins palliatifs et de fin de vie. Vraiment avoir un accès qui est adapté aux besoins de ces personnes. Donc, il y a une table régionale qui est
en place. L'Institut y participe. Donc, l'idée, c'est vraiment d'effectuer une analyse des besoins puis un scan environnemental de la région de Québec. Puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet collaboratif avec différents partenaires dans la région. Puis, il y a plusieurs équipes au niveau pan-canadien, dans le fond, qui vont participer à ce projet. Donc, il va y avoir du réseautage, des échanges d'actions innovantes, en fait, si je peux dire, là. Donc, une annonce officielle qui est à venir, là, d'ici 2-3 semaines, je crois qu'on devrait avoir des nouvelles plus précises par rapport à ce projet, qui est déjà en cours d'ailleurs. Vulgarisation scientifique via une approche populationnelle. En fait, l'idée, c'est de démystifier les soins palliatifs et de fin de vie auprès de la population, vraiment sensibiliser, faire connaître, échanger. Puis, pour que tout le monde soit au courant un peu de toutes les options de fin de vie, dans le but de vraiment éclairer la prise de décision. Donc, c'est un projet qui est en cours de création, mais assurément qu'il va y avoir des nouvelles là, qui vont être diffusées sur nos réseaux sociaux prochainement. Autre chose, en fait, des conférences comme celle d'aujourd'hui. Donc, ça va être soit des nouvelles données de recherche, des pratiques innovantes, des témoignages, ou également, comme aujourd'hui, on vous présente l'Institut. Puis, je peux déjà vous annoncer là, en primeur que le 2 juin prochain, de midi à 13h, il y a Martine Bordelot, qui est une conférencière, qui va nous faire une conférence sur l'utilisation de la réalité virtuelle dans la gestion des symptômes de douleur. Donc, des résultats qui vont être présentés là, d'une étude qui va être réalisée là, au courant de l'hiver en CHSLD. Donc, plus de détails à venir, mais on est super content là, que Mme Bordelot ait accepté l'invitation. Donc, concrètement, aussi, on est actuellement en démarche de planification stratégique. Notre titre qu'on veut vraiment porteur, là, qui est rassembleur, c'est s'engager pour des soins palliatifs et de fin de vie de qualité pour tous. Donc, l'idée, à terme, c'est d'élaborer une planification stratégique 2023-2026, donc sur un horizon de 3 ans, pour vraiment avoir une boussole pour l'organisation dans le développement, qui va nous permettre, en fait, de nous aider dans le développement et dans le soutien des projets et des activités. On débute actuellement, justement, une phase de consultation. Donc, on va consulter différents partenaires dans différents milieux, que ce soit via des sondages électroniques, via des présentations, des échanges et des groupes de discussion. Donc, l'idée, c'est vraiment d'engager, de mobiliser, de rentabiliser l'expertise des parties prenantes, mais également aller consulter la population pour identifier c'est quoi les objectifs prioritaires, c'est quoi les réels besoins. Donc, on veut vraiment avoir un impact, mais pour ça, on a besoin de savoir quels sont les besoins. Donc, vous pouvez visiter notre site web. Il y a une page sur la planification stratégique. Encore une fois, dans les boutons d'accès rapide, là, donc vous pouvez y accéder rapidement pour pouvoir aller compléter les sondages qui sont déjà en ligne, en fait. Donc, chaque communauté ou situation, si je peux dire, a son propre sondage pour que ça soit plus ciblé puis que ça réponde plus aux besoins des différents milieux, différentes communautés. Donc, ici, nos références. Pour nous joindre ou nous suivre, je vous invite à suivre notre site web. On l'a nommé plusieurs fois là, durant la présentation, donc super important. Sur la page d'accueil, il y a différents boutons d'accès rapide pour nos thématiques là, plus actuelles, si je pourrais dire, ou plus en tout cas plus où il y a plus d'activités présentement. Puis dans le bas de la page, vous avez notre adresse, en fait, également le numéro de téléphone, le courriel, et à droite, vous avez toutes nos plateformes de réseaux sociaux où vous pouvez nous suivre, et également l'infolette là, en cliquant sur le « Abonnez-vous ». Pour nous joindre plus spécifiquement, il y a l'adresse à Diane et mon adresse ainsi que mon numéro de téléphone. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et également, en lien avec la démarche de planification stratégique, si jamais vous voulez être consulté, là, c'est sûr qu'on est en planification de rentrer en contact avec différents partenaires, différentes personnes. Mais n'hésitez pas à nous écrire si jamais vous voulez être certain qu'on pense à vous puis que vous voulez que votre voix soit entendue. Gênez-vous pas à nous contacter.
Donc, je vous remercie pour votre présence et votre attention. Merci Philippe. Merci Diane. Au Bonne plaisir, journée. au revoir. Au revoir.